bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux arts, au spectacle et au lifestyle. Dans ce journal, aujourd'hui, il sera question d'inattendu. Au chapitre de la dinguerie et de l'embrigadement dans les cellules de Daesh, surprise, Israël sort une web-série humoristique, bien sûr. Elle met en scène un juif israélien qui s'engage dans la terreur pour s'éloigner de sa maman. Dans ce journal également, nous verrons que le célèbre architecte Le Corbusier a séduit le monde avec des lignes pures, droites, voire extrême droite, inspirées selon un biographe de l'idéologie fasciste. Et puis nous irons à la Tate, à Londres. Le musée propose l'une des œuvres les plus provoques de l'artiste Tracy Emin, son lit. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez d'être sur i24 News. Si vous faites partie des milliers de fans qui ont vu l'exposition Bonnard à Paris au musée d'Orsay, eh bien vous ne serez pas insensible au dernier ouvrage de Johann Sfar. Le papa du chat du rabbin s'est amusé à inventer des dialogues entre les femmes, des monologues de muses, de modèles de Bonnard. Marthe, son épouse bien sûr, mais les autres aussi. Si vous avez vu l'exposition, si vous avez attendu de longues heures avant d'entrer dans les 9 salles, eh bien vous aurez saisi le désarroi de certaines de ces femmes peintes par Bonnard. Sfar a donc imaginé les dialogues dans ces moments-là, dans les salles de bain, dans les chambres. C'est très original, c'est titré « Je l'appelle Monsieur Bonnard » et c'est publié aux éditions Azan. L'actualité est marquée, vous le savez, par les 100 ans anniversaires du génocide arménien. Cet épouvantable moment de l'histoire qui peine à être reconnu, entendu, su. Le Culture Mag s'est demandé comment le cinéma avait par le passé, puis maintenant traité le sujet. Le résultat est signé Daniel Campos avec Sandy Fortis. Et si le cinéma servait aussi la cause du génocide arménien? Mieux que des documentaires, plus impactant que les livres d'histoire, le 7e art a lui aussi eu sa petite part dans la transmission de ce terrible génocide perpétré en 1915. L'un des tout premiers longs métrages dédiés à cette cause a été tourné en 1919. Son titre, Auction of Souls, l'enchère des âmes en français. Il est tiré du témoignage d'Aurora Mardiganian dans le livre Ravished Armenia. L'adaptation hollywoodienne du livre a alors joué un rôle important en sensibilisant le public sur les horribles événements décrits par Aurora Mardiganian. À l'époque, les dirigeants turcs avaient immédiatement rejeté ce film, le qualifiant de mensonger et de pure propagande. En 1993, Les 40 jours du Musa Dag, le roman de Franz Werfel, basé sur le génocide, devait lui aussi être adapté au cinéma. La MJM avait obtenu les droits et entamé le travail de pré-production, mais le film n'a jamais vu le jour. Là encore, il semblerait que les menaces du gouvernement turc auraient empêché le livre de devenir un film. Des années difficiles. De tous les films sortis ou censurés, Mérig est certainement le plus connu. Un chef-d'œuvre avec Claudia Cardinal et Omar Sharif, sorti en 1991. Film semi-autobiographique, écrit et réalisé par Henri Verneuil, lui-même franco-arménien. Un film sublime qui raconte les difficultés d'intégration d'une famille arménienne qui a émigré en France depuis la Turquie après le génocide. Plus moderne, plus académique, Ararat d'Atom et Goyan. Ce réalisateur canadien, lui aussi d'origine arménienne, sort ce film en 2002. Dur, intransigeant, Ararat dépeint les blessures encore ouvertes du passé tragique et surtout, il insiste sur l'absence de mémoire. Look, girls, a crane. Dans la liste des films dédiés à cette terrible époque de l'histoire, l'un des tout derniers a été The Cut de l'allemand Fatih Akin. Sélectionné à Venise il y a un an, un drame familial, l'histoire d'un homme à la recherche de sa fille qui a peut-être survécu au génocide. Cette année, pour le 100e anniversaire du génocide, le film 1915, réalisé par l'acteur Simon Abkarian, qui joue également dans le film, vient de sortir, avec pour slogan accrocheur « Vous ne pouvez pas échapper au passé », un film plein de suspense qui décrit comment Simon tente de monter une pièce de théâtre en hommage aux victimes du génocide. Une mission dangereuse alors que d'étranges accidents sèment la panique parmi les acteurs de la pièce. 100 ans après le génocide, les réalisateurs arméniens sont entourés par les fantômes du passé. Décidés à faire passer le message malgré les nombreux obstacles, il est certain qu'ils ne se laisseront pas intimider et continueront de parler de cette terrible partie de l'histoire dans leurs films. Parmi les livres qui sortent ce mois-ci, un révèle un pan inattendu de la personnalité et surtout des engagements politiques du célèbre architecte Le Corbusier. Il était suisse, mais il a fait son succès en France. Le livre est titré « Un Corbusier ». Il est signé de l'historien de l'architecture François Chalin.
C'est un homme qui militait pendant 20 ans dans des groupes dont l'idéologie était très nette. On l'a caché, des archives ont été détruites en partie par lui, puis par des gens ensuite à la Fondation ou ailleurs. D'autres ont été égarés, très certainement. Et à lire ce livre de François Chalin, on découvre qu'il y avait plus qu'une tentation fasciste chez Le Corbusier, ami entre autres du leader du parti fasciste révolutionnaire, le docteur Pierre Winter, engagé en 1940 à Vichy. Un Le Corbusier qui aurait proposé ses services à Staline, à Mussolini et surtout qui écrit ceci, je cite, « Je me félicite du grand nettoyage qui se prépare, l'argent, les juifs, la franc-maçonnerie ». François Chalin, on l'écoute encore. Ces doctrines-là influencent plutôt sa doctrine sociale, donc influencent plutôt son urbanisme. Son urbanisme est très, très abstrait, très froid, très autoritaire. Il prône la destruction complète des villes anciennes, à l'exception de quelques monuments, même de Paris. Un Corbusier, le livre de François Chalin, c'est aux éditions du Seuil. À suivre, la série web qui s'engage dans Daesh, mais tout de suite on part à Londres, à la tête moderne avec Sandy Fortis et le Highlight. Créé en 1998, le lit de Tracey Emin est considéré comme l'une des œuvres d'art moderne les plus célèbres de Grande-Bretagne. Des plus provocantes aussi. Son retour au Tate Britain Museum est un symbole. Pour définir cette œuvre, les critiques d'art affirmaient à l'époque que cette installation était un lieu émotionnel sombre, une œuvre dense, provocante, qui a suscité dans le passé de vives réactions. On y voit le lit de l'artiste, recouvert d'un drap taché, avec des préservatifs usagés, des sous-vêtements usés et des bouteilles d'alcool consommées. My Bed offre au public un aperçu de l'état d'esprit de Tracey Emin après une rupture sentimentale. Pour ce retour au Tate Britain Museum, My Bed est exposé aux côtés d'une œuvre de Francis Bacon, créant un sentiment d'immersion encore plus intense. Et on passe à toute autre chose maintenant avec une drôle de série qui a gagné le concours Made for Web en Israël dans la catégorie étudiant. La série est titrée « Mon histoire d'amour avec Daesh » et ça raconte les aventures d'un jeune Israélien juif d'origine russe qui rejoint les rangs de l'organisation terroriste. Nous sommes avec ce garçon, Ori Yaniv, et avec le réalisateur de cette série, Dima Konopliov. Bonjour, merci beaucoup d'être là tous les deux. C'est la première fois, il nous semble, qu'en Israël, un juif rejoigne les rangs de cette organisation terroriste. Vous vouliez quoi, provoquer ? Roman est un personnage qui aime provoquer, mais cette provocation est surtout dirigée vers sa mère. C'est votre personnage. Oui, Roman est le personnage principal et il est en rébellion contre sa mère. Il en a marre de sa vie en Israël, de l'armée, de la politique dans la région et surtout, il en a marre de sa mère. C'est la preuve que c'est un bon petit garçon juif. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, il cherche sa place, un endroit où tout est simple. Et je pense que l'État islamique est ce qu'il cherche. En fait, il veut tellement les rejoindre et qu'il oublie le fait qu'il soit israélien, qu'il ait fait l'armée. Mais bien sûr, c'est une série satirique. Alors on va en parler. Je propose qu'on regarde un court extrait, le début des aventures de Roman que vous avez réalisé, Diman. Pourquoi il en a marre de tout dans son pays et qui rejoint Daesh? אני אמרתי לך שכל המדינה הזאת זה חרא, נכון? זה הכל, זה ביבי זה חרא, ובוגי ובנט ובוז'י זה חרא, וכל צבא זה חרא, ומש"קית שבאה אליך הביתה ואומרת לך, איזה בית נחמד, זה אמא מתוקה, זה חרא, ובר רפאלי זה חרא, ובתוך מים פה בים יש חרא, ואבא הוא בכלל מת. ובגלל זה הוא חרא, תשאיר אותי פה תחת, שומעת? אני גמרתי עם זה, גמרתי, אני נוסע מפה. Voilà, donc Roman en a manifestement marre de tout. Dima, Ori, on est obligé d'être peroxydé quand on incarne un jeune russe ici en Israël? Non, je suis russe et je ne suis pas blond. Mais ça lui va bien parce que Roman est quelqu'un de dur. Donc le blond, c'est parfait pour lui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour inventer cette série? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que finalement, le ras-le-bol d'un jeune
ça n'aboutit pas forcément à l'engagement. En fait, je regardais les informations avec ma mère et on parlait de ce phénomène, ces jeunes musulmans européens quittant leur maison, leur famille, leurs villes occidentales pour rejoindre un no man's land en plein Moyen-Orient. Et on se demandait qu'est-ce qui les pousse à faire ça. On en parlait aussi avec Dima. Pourquoi ont-ils ce sentiment, ce désir, cette envie d'appartenir à quelque chose ? Et on s'est dit que ce serait marrant qu'un immigrant russe israélien veuille tellement appartenir à un groupe qu'il en oublie tout le reste et se dise « la Syrie est à portée de main, je n'ai qu'à rejoindre Daesh, c'est tout près ». C'est comme de voyager de Paris à Lyon, donc... Pourquoi pas? Why not? Il y a encore 6 épisodes qui doivent sortir. Jusqu'ici, seuls les 2 premiers ont été diffusés, donc on ne peut pas trop dévoiler la suite. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va rencontrer de nombreux problèmes sur sa route pour rejoindre l'État islamique. Et sa mère est toujours présente, que ce soit à l'autre bout du fil ou de l'autre côté d'une webcam. Sans trop en dévoiler, on peut dire que s'il trouvait difficile de trouver sa place dans la société israélienne, il va se rendre compte que c'est encore plus difficile de le faire au sein de Daesh. Si vous suivez notre série, vous pourrez le découvrir. On va donner évidemment l'adresse du site. Ma dernière question, est-ce que vous avez eu des réactions de la part des internautes, des gens qui ont regardé au moins les 2 premiers épisodes qu'on a vus sur YouTube? Est-ce qu'il y a eu des réactions en disant mais quand même, comme on peut imaginer, pas vous, pas les Israéliens, pas les Juifs, pas Daesh? Jusqu'ici, on a surtout eu de très bonnes réactions, mais j'imagine que ce sont des personnes qui comprennent notre humour. Oui, ils voient bien que c'est une série humoristique. Tout ce qu'on peut vraiment savoir, c'est le nombre de vues sur YouTube, et pour le moment, c'est pas mal du tout. Par contre, je peux vous dire que ma mère est très inquiète. Elle voit ce qui se passe à Paris avec les caricaturistes, donc on doit quand même faire attention. Mais c'est juste de l'humour. Vous savez, on voit tous les jours des sujets sur Daesh aux infos, mais personne ne se moque du sujet. Personne ne le traite d'un angle différent. Donc pour l'instant, c'est pas encore très très rigolo, on va dire, mais bon, grâce à vous, c'est un sujet qui le devient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va donner l'adresse de My Love Affair with ISIS. Yes. Merci. Thank you. Voilà, c'est une interview qui a été réalisée avant ce journal. On retrouve maintenant Laetitia Loreni. Bonjour, de l'autre côté de la table, oui. Voilà, qui fait un focus sur un film allemand. Le italo-allemand. Du silence. Voilà, le labyrinthe du silence, donc par l'italo-allemand Giulio Ricciarelli. C'est un film qui confronte l'Allemagne à son passé. Vous allez le comprendre tout de suite, puisque je vais vous expliquer le synopsis. On est fin des années 50, en 1958 exactement, quand un survivant des camps d'Auschwitz va se confier à un magistrat. Et ce dernier va être bouleversé par cette histoire, puisqu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé finalement dans ces camps de travail durant la Seconde Guerre mondiale. On regarde tout de suite un extrait, on en parle tout de suite. 7-mal in der Woche möchte ich auch. Ich habe hier ein seltenes Exemplar entdeckt. Ein Jurist, in dessen gepanzerter Brust das zarte Flämmchen der Menschlichkeit noch nicht völlig erloschen. 7-mal, das ist meine Lieblingszahl. Dieses Land will Zuckerkuss. Es will die Wahrheit nicht wissen. Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist eine Schande. Was glauben Sie eigentlich, was Auschwitz war? Ein kleines Ferienlager am See? Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Seien Sie doch nicht so naiv. Ich will wissen, was dort passiert ist. Voilà. L'Allemagne face à son passé. Exactement, puisqu'en fait, il faut le rappeler, à cette époque-là, pendant près de 20 ans après les procès de Nuremberg, eh bien, les Allemands ne faisaient toujours pas face à ce qui s'était passé, et les survivants d'Auschwitz et les survivants des camps étaient enfermés dans un mutisme. Donc là, c'est le travail de ce magistrat en particulier qui va dans le film, en tout cas qui va déclencher ce qui va aboutir en 1963 au procès de Francfort, qui va être en fait la première fois que l'Allemagne juge l'Allemagne. C'est le premier film, pour
ce réalisateur qui a décidé finalement le thriller, le polar, pour retirer ce couvercle qui a été posé sur la mémoire allemande. Et puis ce magistrat qu'on voit dans ce film, en fait, c'est inspiré de 3 hommes qui ont véritablement existé dans la vie, dont l'un d'eux est le général Fitzbauer, qui avait été arrêté d'abord en 1933 parce qu'il était juif par la Gestapo, qui a été réfugié au Danemark, puis qui est revenu en Allemagne en 1949 et qui a contribué à la construction d'un nouveau système judiciaire. Et c'était aussi l'un des Allemands qui avait participé et aidé le Mossad à retrouver Eichmann pour ensuite participer à la condamnation du nazi. Le labyrinthe du silence qui sort donc cette semaine. Qui sort donc aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup. Voilà, on se retrouve demain à la même heure bien évidemment. Merci de votre fidélité. Juste après, évidemment, c'est l'info qui continue sur i24 News. À demain.